Tout de suite l'heure de l'information du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une en ce vendredi 24 janvier, l'interview exclusive d'Emmanuel Macron à Radio J. Le président de la République s'est confié à Frédéric Aziza hier soir et on l'écoutera juste après les titres. Également au sommaire, le deal du siècle américain dont l'annonce semble imminente. Le plan de paix israélo-palestinien de Donald Trump pourrait être rendu public avant mardi. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ont été invités aux États-Unis pour en connaître les contours, mais vous verrez que ce déplacement pourrait être remis en cause. Et puis, dans la dernière partie de ce journal, on reviendra sur les commémorations hier de la libération du camp d'Auschwitz avec l'historien Tal Brutman. Radio J. Radio J. Emmanuel Macron a accordé à notre journaliste Frédéric Aziza un entretien hier soir dans l'avion présidentiel qui le ramenait de son déplacement en Israël. Le président de la République s'y montre déterminé à lutter contre l'antisémitisme, mais il porte aussi le fer contre tout ce qu'il accuse de réprimer le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. On écoute tout de suite le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Monsieur le Président, quand vous étiez au Yad Vashem et vous avez vu en face de vous les traces d'un monde disparu de 6 millions de victimes de la Shoah? Bien évidemment, une émotion immense et le sentiment d'une très grande responsabilité. Une émotion parce que d'abord il y avait les traces, et il y a eu des évocations, il y avait ensuite les œuvres qui convoquent l'Holocauste et sa mémoire, et il y avait aussi la mémoire des justes et des survivants qui étaient là pour témoigner et qui, pour certains d'ailleurs, nous ont accompagnés dans ce voyage et étaient là avec nous. Et en même temps, le sentiment d'une responsabilité parce que 75 ans après, il n'y avait jamais eu autant de dirigeants pour être là, dire cette part de mémoire et ce refus de la fatalité et d'une résurgence de l'antisémitisme pour la première fois dans un tel forum. Il y avait le président allemand qui était là. Et le sentiment d'une responsabilité, ce que j'ai dit, quelques mots à Yad Vashem, que nous avons, nous, de ne rien céder. Et de ne pas être ces âmes habituées que dénonce Peggy qui, parce que le pire est advenu, qu'au fond ça fait partie maintenant de l'histoire, que les survivants disparaissent, ils ne pourraient ne plus revenir. Et j'ai eu à la fois cette émotion, ce sentiment de responsabilité, et j'ai touché du doigt à nouveau, je crois que c'est ce que les survivants, à chaque fois ça me frappe d'ailleurs, nous font toucher du doigt, celle de la fragilité de notre démocratie, de notre humanisme. Et s'il n'y a pas l'esprit de résistance, la conscience, l'éducation, cette volonté de tenir debout pour dire plus jamais ça, cela peut revenir. Avec ce que l'on a remarqué aux élections européennes et depuis aussi la montée des populistes, comment, 75 ans après, on en arrive là? L'Europe est traversée, et pas que l'Europe d'ailleurs. On l'a vu à travers les évocations qui ont été faites du monde entier. Nos démocraties sont traversées par l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que nous vivons une crise. On vit une crise économique et sociale, parce que ce qu'on a voulu appeler la crise de 2008-2010 a eu des impacts économiques et sociaux très profonds sur les classes moyennes européennes. Qui a payé la crise de 2008-2010 ? Ce sont les classes moyennes. Et donc avec des phénomènes d'appauvrissement, de stagnation très forts, on vit une crise morale, politique depuis plusieurs décennies. Le progrès, c'est comme séparé de l'histoire de nos démocraties et nous n'arrivons plus à avoir un récit commun. Et donc toutes les démocraties occidentales vivent une crise. Et c'est une crise qui, je dirais, s'exacerbe devant les grandes peurs contemporaines. La peur que traduit la transformation numérique, qui elle aussi exclut en même temps qu'elle libère le savoir, le génie et la violence. La transformation climatique, qui est une prise de conscience extraordinaire, et en même temps la montée d'une angoisse sur une vie possible et une terre habitable. Tout ça suscite des peurs, le sentiment qu'on ne va plus s'en sortir. Et quand les peurs naissent, le premier catalyste, c'est la peur de l'autre. Quand on a peur de l'autre, la cible la plus facile, c'est le juif. Et aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est la forme la plus avancée à chaque fois
la plus radicale de la peur de l'autre. C'est aussi pour ça que l'antisémitisme, c'est le problème de la République et c'est le problème de tous les autres. Mais vous l'avez remarqué, vous l'avez dit dans votre discours à Jérusalem, il y a aussi une montée de la violence, une radicalisation de la société française et vous êtes la cible de ces radicaux. Comment vous ressentez ça ? Mes sentiments ou ressentiments n'ont pas d'importance. Et à un moment donné, dans notre société, dans notre vie citoyenne, politique, le pays est ainsi fait que quand la violence tourne, quand la colère monte, elle se fixe sur un point, le point fêtier du système. Et donc il ne faut pas le prendre, je dirais, pour soi ou n'avoir quelque état d'âme. Par contre, ça veut dire que cette violence n'a plus de cadre. Ça veut dire que celles et ceux qui portent cette violence, celles et ceux qui avec cynisme quelquefois l'encouragent, ou ceux qui taisent tout reproche qu'il faut avoir, oublient une chose très simple. Nous sommes une démocratie. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Ça a beaucoup d'exigences. Ça veut dire que la liberté du peuple et sa souveraineté sont reconnues. Mais ça a une contrepartie. C'est que dans une démocratie, on a un devoir de respect à l'égard de ceux qui représentent et portent cette voix. Parce que précisément, on a le pouvoir de les révoquer. On a l'interdiction de la haine. Parce qu'on a le pouvoir de les changer. Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République. Emmanuel Macron au micro de Frédéric Aziza hier soir dans l'avion présidentiel qui le ramenait de son voyage en Israël. Hier, près de 50 dirigeants internationaux ont participé à Jérusalem au 5e forum sur la Shoah, dont Emmanuel Macron. L'événement commémorait le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Une cérémonie émouvante marquée par les mises en garde de Benyamin Netanyahou devant la possibilité d'une autre Shoah. Le Premier ministre israélien ciblait, je cite, les tyrans de Téhéran. Même tonalité chez le vice-président américain Mike Pence. Nous devons nous préparer à affronter le raz-de-marée de l'antisémitisme. Nous devons donc rester fermes face aux premières étapes pourvoyeurs d'antisémitisme, a déclaré Mike Pence, visant explicitement la République islamique. Autre intervention remarquée, celle du chef de l'État allemand Frank-Walter Steinmeier. Dans un discours en anglais et introduit par une bénédiction en hébreu, le président allemand a rappelé la responsabilité de son pays dans la Shoah. Je me tiens ici en tant que président de l'Allemagne chargé du lourd fardeau historique de la culpabilité, a insisté Frank-Walter Steinmeier avant d'alerter sur le renouveau de l'antisémitisme en Occident. L'époque a changé, les assassins ne sont plus les mêmes, mais le mal est le même, nous devons dire plus jamais. Fin de citation. Les appels des dirigeants du monde hier au Forum de la Shoah à préserver la mémoire et à lutter donc contre l'antisémitisme ont aussi résonné dans les rues de la capitale israélienne. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Jérusalem aura été pour une journée la capitale du monde. Durant 4 heures, les dirigeants des principales puissances d'Europe et du monde sont restés assis sous une seule tente dressée pour eux devant le monument du soulèvement du ghetto de Varsovie au mémorial de Yad Vashem. Ils ont parlé. Ils ont écouté leurs engagements mutuels à préserver la mémoire de la Shoah et à lutter contre la résurgence de l'antisémitisme. Ils ont dit que le monde ne devait pas oublier, qu'il était de leur responsabilité de faire en sorte que l'abomination de la Shoah ne se reproduise jamais. Les discours successifs des dirigeants israéliens, russes, américains, français et même allemands ont presque fini par se confondre, jusqu'à ce que l'ancien grand rabbin d'Israël, Israël Meir Lau, monte à la tribune comme s'il s'adressait aux fidèles de sa synagogue pour l'office du Shabbat. Sans discours et sans notes, il a simplement raconté comment
an, il y a 25 ans, il avait été invité aux cérémonies du 50e anniversaire de la libération du camp de Buchenwald. Il était avec son frère Naftali, son grand frère, qu'il avait protégé tout au long de leur détention. Meir Lau avait 7 ans et demi quand le camp a été libéré. Son frère n'était guère plus vieux. On m'a demandé si je pouvais oublier, si je pouvais pardonner. Pardonner, je n'en ai pas le droit. Quand j'ai été séparée de ma mère, elle ne m'a pas dit que je pouvais pardonner, elle m'a seulement dit de ne pas briser la chaîne de 37 générations de rabbins. Tu es le 38e, grandis, vis et étudie. Oublier? Comment peut-on oublier les coups, la faim, le froid, la souffrance, a raconté le Rav Lau. Puis le grand rabbin, avec son sourire, a interpellé l'assistance pour leur rappeler l'histoire de l'arche de Noé. Durant 150 jours, les hommes, les serpents, les lions, les tigres, tous ont vécu en bonne intelligence car ils avaient compris qu'ils avaient un ennemi commun, le déluge. Ils ne se sont pas entretués. Ce qu'ils ont fait durant 150 jours, vous, les puissants de ce monde, pouvez le faire en une seule décision. Vous vous engagez à lutter contre l'antisémitisme et les fléaux qu'il entraîne dans son sillage, la haine, la xénophobie, le racisme. Nous vous croyons. Prouvez que vous en êtes capable, leur a lancé l'ancien grand rabbin. Ces mots de sagesse, ce sont aussi ceux que l'on pouvait entendre dans les rues de Jérusalem, où les habitants bloqués au barrage de police, coincés dans les embouteillages, massés aux arrêts de bus, tandis que la ville était paralysée par les dizaines de convois officiels. Même ceux qui pestaient contre ce protocole qui les empêchait de se rendre à leur travail ou d'aller faire leur marché. Ils sont tous venus à Jérusalem, les rois, les présidents, les princes. C'est que nous avons quelque chose à leur dire, se félicitent deux retraités qui attendent dans le froid de pouvoir traverser la rue après le passage du cortège du vice-président américain. Ce sont tous les juifs du monde qui doivent venir ici, martèle un chauffeur de taxi qui ramasse gratuitement des piétons épuisés pour leur faire parcourir quelques dizaines de mètres jusqu'au prochain barrage. Hier, Jérusalem était le centre du monde et ses habitants en étaient fiers. On se retrouve pour la deuxième partie du journal, à tout de suite. Le grand jour se rapproche pour le deal du siècle. Le plan de paix américain pour le Proche-Orient devrait être rendu public avant mardi prochain. C'est Donald Trump en personne qui l'a laissé entendre hier à des journalistes à bord de son avion Air Force One. C'est un excellent plan. C'est un plan qui pourrait vraiment fonctionner, a assuré le locataire de la Maison-Blanche, où ont été invités justement mardi Benjamin Netanyahou et le chef de l'opposition israélienne Benny Gantz. Côté palestinien, c'est un rejet catégorique qui accompagne pour l'instant le deal de Donald Trump. Le porte-parole du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a mis en garde Washington de proposer un projet, je cite, qui violerait le droit international. Le président américain, lui, semble parfaitement optimiste. Nous leur avons parlé brièvement. Ils réagiront peut-être de manière négative au début, mais c'est en réalité très positif pour eux, a lancé Donald Trump aux journalistes en faisant référence aux responsables palestiniens. Le sujet est abondamment traité aujourd'hui par les médias israéliens, plus encore que le forum sur la Shoah, revue de presse de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Qualita. C'est ce titre et non l'émouvant mea culpa du président allemand Frank-Walter Steinmeier qui a fait l'ouverture des grands journaux télévisés, et cela même peut paraître surprenant, mais c'est effectivement le cas. Et ce matin, c'est ce titre également qui fait la manchette des deux principaux quotidiens israéliens que sont le Yediot Ahronoth et le Israel Hayom. Le Yediot, lui, nous donne les grandes lignes de ce plan de paix américain en illustrant son propos d'une photo à caractère historique également, puisque c'est celle de Benjamin Netanyahou hier soir aux côtés de la Maravi, au mur occidental, aux côtés de Mike Pence. Donc, quelles sont les grandes lignes de ce plan de paix américain? Selon le Yediot Ahronoth, Israël pourra instaurer sa souveraineté sur toutes les implantations juives de Judée et Samarie, à l'exception d'une dizaine d'implantations isolées, annexer jusqu'à 40% des zones C, c'est-à-dire des zones qui sont sous contrôle militaire israélien et civil palestinien, et conserver Jérusalem unifiée. Un plan qui visiblement devrait satisfaire pleinement tant Benjamin Netanyahou que Benny Gantz, si ce n'est la clause qui mentionne la création d'un État palestinien après 4 années, à condition que cet État soit démilitarisé et que l'État palestinien désarme le Hamas. Et Ben Dror Yemini, qui commente ce matin ce plan en affirmant « Israël doit absolument dire oui à ce plan de paix américain », tandis que Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot Ahronoth, elle affirme qu'aucun État palestinien de ce type, et on lui parle en manchette d'opportunités historiques, mais nuance le contenu de ce plan en affirmant par exemple que la majorité de Jérusalem restera sous souveraineté israélienne, mais pas l'intégralité. Et Caroline Glick replace la présentation de ce plan dans son véritable contexte. Il s'agit du contexte électoral. Ce plan fait des élections du 2 mars des élections cruciales. Ce faisant, elle reprend
une partie des analyses politiques faites hier soir à chaud sur les chaînes de télévision israéliennes et qui consiste à dire que cette annonce de Donald Trump est une sorte de coup de pouce du président américain en faveur de Benjamin Netanyahou afin que celui-ci puisse remporter les élections du 2 mars. Après Poutine, Trump ne cache pas que si cela ne devait dépendre que de lui, eh bien, il voterait dès demain en faveur de Benjamin Netanyahou. Et donc, il est évident que la présentation de ce plan de paix dans les prochains jours a un objectif, selon certains commentateurs, de faire oublier le fameux dossier de l'immunité parlementaire de Benjamin Netanyahou qui devait être débattu, comme par hasard, mardi prochain devant la plénière de la Knesset. Et comme le dit Amnon Lord dans le Israël Hayom, il s'agit d'un message à Benny Gantz, attention, le sort d'Israël avant tout, avant même l'immunité du Premier ministre. Le Haaretz lui aussi affirme dans son analyse que l'objectif de Trump en présentant ce plan est de réunir Gantz et Netanyahou, et de facto les analystes affirment que Gantz se trouve pris entre le marteau et l'enclume, la volonté de lever l'immunité parlementaire de Benjamin Netanyahou et le désir important de ne pas froisser. Et toujours sur ce sujet, le site Maariv indique ce midi que Benny Gantz pourrait refuser l'invitation de Donald Trump qui lui a été présentée hier à Jérusalem par le vice-président Mike Pence. Le média israélien cite des sources au sein du mouvement centriste Kachol Lavan en cause la volonté de Benny Gantz de ne pas tomber dans ce qu'il considère comme un piège politique pouvant favoriser le chef du Likoud Benjamin Netanyahou lors des élections générales du 2 mars prochain. La publication du deal du siècle américain va évidemment dominer l'actualité diplomatique de la semaine prochaine, mais il génère dès à présent des tensions chez les Palestiniens. De fortes tensions ont justement éclaté ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem à l'issue de la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa. Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés par la police israélienne. Hier soir, le niveau d'alerte avait été relevé par les forces de sécurité locales en prévision d'échauffourées liées aux annonces américaines à venir. Dans le reste de l'actualité, Naama Issachar pourrait ne pas sortir de prison tout de suite. L'Israélienne purge actuellement, je le rappelle, à Moscou, une peine de 7 ans et demi de prison pour possession de cannabis. Le Kremlin a indiqué aujourd'hui qu'elle n'avait pas demandé de grâce, ce qui entraînerait un retard dans son éventuelle libération. Des négociations intensives ont été menées ces derniers jours entre Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine sur ce dossier. 14h20, on marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de votre journal. À tout de suite. Retour, Philippe, sur le 5e forum sur la Shoah hier à Jérusalem. Quelle place tient cet événement dans la mémoire collective internationale ? On écoute tout de suite l'historien Tal Brutman, un entretien enregistré hier après-midi. Bonjour Tal Brutman. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien de la Shoah. Vous avez notamment travaillé sur les politiques antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais citer l'un des titres de votre bibliographie, Auschwitz, paru aux éditions La Découverte en 2015. Tal Brutman, le monde célèbre aujourd'hui, avec quelques jours d'avance, le 75e anniversaire de la libération, ou plutôt, pour reprendre l'expression de Serge Klarsfeld, l'ouverture du camp d'Auschwitz par les soviétiques. L'événement organisé à Jérusalem aujourd'hui réunit une cinquantaine de dirigeants internationaux. Qu'est-ce que ça nous dit de la place de la Shoah en 2020 dans la mémoire des nations ? La place de la Shoah, évidemment, est très très importante, pour pas dire énorme. Après, il faut se défier de ces grandes réunions qui ont lieu tous les 5 ou 10 ans autour d'une commémoration. Pourquoi ? Et s'interroger sur ce qui se déroule réellement. Pour quelle raison il faut se défier de ces organisations Tout simplement parce que, évidemment, la Shoah, particulièrement en Europe occidentale, tient une place très importante, et toute l'Europe occidentale d'après-guerre s'est construite contre la Shoah en réponse à ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais on peut constater que depuis 20 ans, malgré le plus jamais ça, l'antisémitisme est de retour d'une façon très vivace et meurtrière, particulièrement en France, ce qui montre que le souvenir de la Shoah est important. Politiquement, il est assumé par les États en Europe, voire à l'extérieur de l'Europe, comme aux États-Unis ou au Canada ou en Australie, mais qu'en même temps, on est pris de court face à l'antisémitisme, et malgré toutes les bonnes volontés politiques, ou en tout cas les volontés politiques apparentes. Ce travail de mémoire n'empêche pas le retour ou la recrudescence de l'antisémitisme dans un certain nombre de pays occidentaux ? Non, et on peut le constater en France très particulièrement. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que signifient ces événements. Et en tout cas, ils montrent que la plupart des États qui se réunissent, et pas tous, parce que on peut pointer la présence d'États qui ont certaines
forme de complaisance avec l'antisémitisme passé de leur histoire, la plupart de ces États affirment aujourd'hui que l'antisémitisme n'a pas de place chez eux, ce qui est très important, puisqu'avant la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme avait rang de politique publique dans un nombre très important de pays. Donc ça, d'un point de vue intellectuel, idéologique, c'est très important. Et puis ensuite, il y a ce qui se passe concrètement au quotidien, et on peut constater que l'antisémitisme ressurgit à intervalles plus ou moins réguliers, avec une fréquence de plus en plus grande aujourd'hui. Tal Brugman, est-ce qu'il faut réinterroger la manière dont on enseigne, notamment en France, la Shoah ? Alors, réinterroger, je pense que le terme est trop fort. De toute façon, il faut toujours interroger la manière dont on enseigne l'histoire, quel que soit l'épisode historique, et en l'occurrence celui-ci. Mais il faut aussi s'interroger sur d'autres investissements. Tout ne peut pas reposer uniquement sur l'éducation nationale. La culture populaire joue un rôle très important dans la transmission de l'histoire et de la mémoire, par exemple. Puis il y a aussi un autre temps. C'est par exemple quoi, des films ou des romans qui pourraient revenir sur ces épisodes? D'où le rôle d'histoire. Exactement, les films que tout le monde connaît peu ou prou, comme la liste de Schindler de Steven Spielberg, ou alors la série télévisée américaine Holocaust, qui avait marqué énormément la fin des années 70. Ou La vie est belle dans un autre style. On peut multiplier les exemples, par exemple les X-Men, qui a priori est un film, une franchise de super-héros, parle régulièrement de la Shoah, parce que à plusieurs reprises, ça commence à Auschwitz. Donc, la Shoah est très présente dans la culture populaire, que ce soit les films, les bandes dessinées, les romans, etc., etc. Et ça joue un rôle très important en matière de transmission. Mais dans le même temps, il n'y a pas que transmettre. Il faut aussi s'interroger sur un autre volet qui est la répression de l'antisémitisme. Et en matière de répression de l'antisémitisme, il faut constater qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que beaucoup de choses qui auraient pu être faites ne l'ont pas été. Par exemple ? Pensez à quoi ? La répression, d'une part, la répression de l'antisémitisme qui a largement été véhiculée depuis le début des années 2000 a tardé à se mettre en place d'une façon effective en termes de condamnation, puisque si on regarde des gens comme Dieudonné ou Seural, il a fallu attendre des années après qu'ils aient commencé à tenir table ouverte avec l'antisémitisme et le négationnisme pour qu'ils soient déférés devant les tribunaux et condamnés, ce qui n'est pas toujours le cas par ailleurs. Et puis, il suffit de regarder un épisode encore plus meurtrier, à savoir plusieurs assassinats de juifs en France, et le dernier en date, celui de Mireille Knoll, qui a donné lieu à un épisode judiciaire un peu particulier avec la déclaration d'irresponsabilité du meurtrier. Dans l'affaire de Sarah Halimi. Pardon ? Dans l'affaire Sarah Halimi. L'affaire Sarah Halimi qui suivait les affaires Knoll et les affaires précédentes. Il y a une autre personne qui a été tuée, qui est morte de ses blessures à Strasbourg après avoir subi une agression antisémite. Donc on a une récurrence de violences antisémites qui sont souvent mal estimées par la justice française, où la qualification d'antisémitisme prend du temps à être retenue, ou alors le procès n'a pas lieu, comme dans l'affaire Halimi. Mais voilà, on est face à tout un ensemble d'épisodes qui montrent que, d'une part, les Juifs sont blessés par ce qui se passe en tant que groupe, et d'autre part, que certaines réponses ne sont pas apportées. Le forum, justement, concerne aussi l'antisémitisme aujourd'hui. C'est le thème du forum. Fait. Mais on peut dire que les volontés politiques sont réaffirmées. En France, depuis le début des années 2000, la volonté politique de lutter contre l'antisémitisme est réelle, elle est avérée. Les présidents et les chefs de gouvernement qui se sont succédés en France l'ont tous montré, mais il faut que ça soit suivi d'actes formels qui vont au-delà de certains investissements, par exemple dans l'éducation nationale. Il faut réfléchir à comment réprimer concrètement l'antisémitisme. Tal Brugman, un sondage publié hier indiquait que 16% des personnes interrogées en France disaient, je cite, ne jamais avoir entendu parler de la Shoah. Ils sont 57% à ignorer le nombre de juifs assassinés, avec un taux qui grimpe à 69% chez les moins de 38 ans. En tant qu'historien, comment est-ce que vous réagissez à cette étude qui est assez édifiante? Alors, D'abord, je prends ce type de sondage avec énormément de pincettes, parce qu'il faut vraiment le décortiquer pour voir s'il n'y a pas de biais dans la manière dont il a été mené. Il y a 2 ans, par exemple, il y a un sondage équivalent qui avait été mené avec des résultats absolument hallucinants concernant la France. Et en fait, on s'était rendu compte que les sondeurs avaient utilisé le terme d'Holocauste au lieu du terme de Shoah. D'accord.
Qui est moins connu. Qui posait un énorme problème. Pour ce sondage-là, je ne l'ai pas étudié en détail, mais il y a 2 chiffres qui sont très importants. D'une part, il y a quand même 84% des gens qui disent qu'ils savent ce que c'est la Shoah, ce qui est quand même significatif. Ça montre qu'une très large partie de la population française est au courant. Et il y a un autre chiffre qui est aussi important et sur lequel il faut s'interroger. Il y a quand même 10% de négationnistes qui affirment que la Shoah n'a pas existé ou est très largement exagérée. À mon sens, c'est les 2 chiffres qui sont significatifs. Ça permet de relativiser ces 16%. De prime abord. Alors, ça permet de s'interroger sur énormément de choses. Que des gens disent ne pas connaître le nombre de victimes, même si ça peut paraître surprenant, il faut aussi le recadrer par rapport à tout un ensemble de choses. Et vous avez pointé les chiffres il y a quelques secondes. Il y a énormément de gens qui apprennent tout au long de leur vie et s'interroger sur ce que c'est quelqu'un à l'âge de 18 ans et ce que c'est quelqu'un à l'âge de 35 ans, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Donc, par rapport au chiffre de 6 millions et combien de personnes le connaissent, évidemment que ça interpelle, mais encore faut-il voir exactement dans le détail le sondage et qui est concerné. C'est pour ça que là-dessus, je suis très prudent. Mais de l'autre côté, le sondage que vous évoquez montre aussi ce qu'on a discuté juste avant, c'est que les gens parlent énormément de la culture populaire et comment ils ont appris l'existence de la Shoah. Ici, Spielberg ou la série Holocauste ou le journal d'Anne Frank. Ou alors même ce qui a été transmis dans le cercle familial. Ça vous montre que tout ne peut pas reposer sur l'éducation nationale. Et ça, ce sont des données très importantes. Il faut vraiment se méfier d'être heurté, ce qui peut être compréhensible ou scandalisé par le fait qu'une partie explique ne pas connaître la Shoah, tout simplement parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. On ne sait pas, par exemple, combien de gens dans ce sondage connaissent ou ne connaissent pas la Révolution française ou la Première Guerre mondiale. Si ces questions avaient été posées, ça aurait permis de mettre en regard. Il faut une approche comparative pour mieux comprendre. Il faudrait mettre en place une approche comparative. Pour pouvoir jauger à quoi on a affaire exactement. Et prendre ça ex nihilo, sans éléments de comparaison, ça soulève beaucoup d'interrogations et ça peut soulever même des vrais problèmes d'un point de vue d'analyse. Donc c'est pour ça que là-dessus, je suis pas alarmiste. Voilà, je dis pas qu'il faut pas s'inquiéter, mais d'un autre côté, je suis pas alarmiste tant qu'on n'a pas décortiqué proprement ces chiffres. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question, Tal Brutman. Qu'est-ce qui explique que le camp d'Auschwitz occupe aujourd'hui dans les mémoires une place singulière parmi tous les autres camps, comme une sorte de métonymie de la Shoah et de l'entreprise de destruction des Juifs d'Europe par les nazis ? Tout simplement, c'est un terme qui est absurde, mais parce qu'Auschwitz n'a aucun équivalent et pas uniquement d'un point de vue meurtrier. Il n'y a aucun autre endroit en Europe où autant de politiques nazies se sont entremêlées. C'est à la fois un immense camp de concentration, le plus grand d'entre tous, et le plus important des centres de mise à mort avec Treblinka. Mais en plus, il y a un autre élément qui est fondamental ici en ce qui concerne la Shoah, c'est que contrairement à Treblinka où 900 000 Juifs ont été envoyés là-bas et environ 900 000 ont été assassinés, il y a eu à peine une trentaine de rescapés à la suite d'une révolte, Auschwitz, qui est un site très particulier, a vu ce les SS appelaient la sélection d'une partie des Juifs déportés qui ont été littéralement extraits de la file vers la chambre à gaz pour être injectés dans le camp de concentration. Et c'est environ 200 000 personnes ont été temporairement épargnées et une partie d'entre elles, quelques dizaines de milliers, ont survécu à la guerre. Donc quelques dizaines de milliers de rescapés juifs d'Auschwitz, ça fait quelques dizaines de milliers de témoins qui ont raconté ce qu'ils ont vu, subi à Auschwitz pendant leur période de détention. Contrairement à Treblinka, où il n'y a quasiment pas de rescapés, ou alors Belzec, où il y a juste 2 rescapés après-guerre, dont un qui va être très rapidement tué en Pologne. Donc, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de témoignage de ces lieux-là, alors que pour Auschwitz, en fait, il y a des dizaines de milliers de rescapés juifs et des dizaines d'autres milliers de rescapés qui ne sont pas juifs. Et donc, des gens qui ont transmis l'histoire qui s'est déroulée sur ce site. Merci beaucoup, Tal Brutman, d'avoir été notre invité. Bonne fin de journée et à très bientôt sur Radio J. Merci à vous et au plaisir. Merci, bonne journée.
l'historien de la Shoah, Tal Brutman. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la podcaster en audio ou la revoir en vidéo sur notre nouveau site radioj.fr. Autour de l'information sur Radio J à 15h. Le journal Magazine revient lundi à 14h avec une édition spéciale consacrée à la visite historique d'Emmanuel Macron au Kotel, autour de 2 invités, Marc Heisenberg et Francis Khalifa. Bon après-midi, Shabbat Shalom. Radio J, c'est sur 94.8 FM.